Pourquoi maintenant le président veut venir nous dire que, OK, je donne raison, j'applique le côté économique et je ne vais pas appliquer le côté politique? Parce que la justice... Il n'y a pas de logique. Hein. Parce que la justice, est-ce qu'ils valent les 54%? Non, mais ce qu'il faut comprendre, ça personne ne le sait, mais ce qu'il faut comprendre, c'est le résultat en fait des urnes qui comptent, les 54%. Donc on ne va pas refaire l'histoire. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, si c'est ça, donc à chaque fois, chaque président, on peut donner à chaque président de se dire, OK, vous m'avez élu, j'ai dit que j'allais appliquer un projet, un programme. Une fois que j'arrive au pouvoir, j'ai un autre plan, je dis, ben oui, finalement, j'ai changé d'avis, vous avez tort. Je pense qu'en démocratie, le peuple n'a jamais tort. La seule manière de soigner ses blessures, c'est de rendre justice. Parce que si on est le gardien de la Constitution. Je termine juste par là, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un pays quand même avec des règles. Oui. Si les gens ne règlent pas leur propre compte, c'est parce qu'il y a la justice. Donc si on ne leur donne pas la justice, qu'est-ce qu'il leur reste finalement? Est-ce que vous dites pas... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous ne dites pas peut-être que le président agit par priorité? Est-ce qu'il n'y a pas des niveaux prioritaires, je veux dire, comme parler de son calendrier? Voilà, de son calendrier, l'économie, le taux de chômage aujourd'hui, parce qu'on sait que l'économie aussi est beaucoup axée sur les allocations extérieures et tout. Est-ce que vous ne dites pas qu'il agit de cette manière et après passer à la justice, par exemple? Je pense que dans nos pays, il ne faut pas qu'on occulte qu'on est dans des pays pauvres. Ouais. Et dans nos pays pauvres, tout est priorité. Vous êtes un grand fan de Macky Sall, non? Oui, j'étais un grand fan de Macky Sall. J'espère que vous avez toujours une photo de lui dans votre veste. C'est vrai, ça? Moi, on m'a dit. Personnellement, j'y crois pas. Il paraît que vous êtes un grand fan. Vous l'avez mis dans ma poche. Non, mais peut-être c'est la photo de M. Sonko. Non, mais sortez-la. Il paraît que toujours dans la poche intérieure droite de sa veste, Kadiali. C'est pour nous, téléspectateurs et téléspectatrices. Alors faites voir la photo. Nous sommes ferrés, profitons-en. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans les week-ends de la BAC pour la deuxième émission. Très heureux d'être avec vous encore sur ce moment d'échange avec mon équipe. J'ai des invités d'exception qui sont présents avec nous. Je les laisserai se présenter. Hein. Mais vous savez que les week-ends de la BAC, c'est Nsang Atomblanc, voilà. Et également, monsieur Jean-Yves Doué. Jean-Yves, comment tu vas? Ben écoute, ça va. Hein, une semaine assez mouvementée, comme toujours. En effet. Et durant la semaine dernière, on a pu observer pas mal de mouvements au niveau de la sous-région. Donc, on a décidé en ce week-end d'honorer un autre pays et donc de pointer du doigt ce qui se passe là-bas. Donc, les réalités. Et puis, pour cela, on a tenu à inviter quelqu'un qui va nous édifier sur tout ce qui se passe au Sénégal. Hein. Ah, tu as déjà... Oui, au Sénégal, donc il va nous édifier là-dessus. Et puis, je voulais présenter mon voisin, mais je pense que je vais laisser mon voisin lui-même se présenter. Ok, qu'il se présente alors. Alors, merci beaucoup, Henri Kia. Je suis un habitué de la bande à Carly. Yes. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de rejoindre le week-end de la BAC. Merci beaucoup, Nsang, merci beaucoup, Jean-Yves. Et en tant que je suis de loin l'actualité sénégalaise, et on a une personne ressource en face de nous qui pourra bien entendu me donner, répondre à toutes les questions que j'aurai à poser. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Ok, bon, voilà, c'est Jean-Yves, il ne perd pas le temps. Hein. Jean-Yves a craché le morceau. Ouais, j'aurais voulu faire la petite surprise, parce que moi je suis un amoureux. Un peu comme le lapin, tu sais. Voilà, mais non, effectivement, un peu comme le lapin. Rapidement, ouais. Tu ne perds pas de temps, tu sors. Ouais, tu sors. Mais voilà, parce que le Sénégal, c'est un pays de cœur. Et je pense que nous, dans les week-ends de la BAC, on est véritablement, on vous l'a dit de base, on n'est pas exclusivement dédié à un seul pays. Effectivement, nous, c'est la diaspora, c'est tout le continent africain, bien évidemment. Quand on pense au Sénégal, on pense bien évidemment à cette coupe remportée, cette coupe qui nous a tellement fait palpiter, cette fameuse finale. Hein, Henri, je te vois en train de... Mais c'est pas cela que le Sénégal seulement. Le Sénégal, c'est des belles villes. Je pense à Kaolack, Tambacounda, je pense à Saint-Louis, je pense à Dakar. Je pense aussi à la grande histoire du Sénégal. C'est aussi un exemple quand même de démocratie, je dirais. Hein. Oui, parce que dans la sous-région, quand même, le Sénégal est l'un des pays qui, pour moi, en termes de démocratie. Ouais, de transmission surtout. Transmission et puis de transparence, quand même, il y a quand même les institutions fortes. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui?
Je pense qu'on a un invité qui va peut-être nous dire. Bon, on nous dit, en tout cas, il y a deux jeunes prodiges de la politique sénégalaise qui ne sont plus à présenter. Voilà, on nous parle de M. Sonko et également de M. Diomaye Faye. Ce duo-là est du grand parti, qui est le PASTEF. Ce parti qui a fait tant vibrer la jeunesse africaine il y a de cela quelques années. Et moi, je suis très heureux, je vais laisser se présenter, mais je profite pour également saluer, dire Nagadef, voilà, toute la communauté, je dirais même à tout le peuple sénégalais, d'où il se trouve, et j'espère qu'on aura une très belle émission. Bon, sans plus tarder, on a essayé de mettre le suspense et tout. On va laisser notre invité se présenter. Qui est-il et pourquoi il arrive en fait sur ce plateau ce soir échanger avec nous, parler du Sénégal. À vous la parole, cher monsieur. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis heureux d'être dans l'invitation. Moi, je suis un habitué, comme il l'a dit tout à l'heure, de la bande à Carville. De la bande à Carville. Bon seul week-end, bienvenue. Effectivement, donc là, je suis dans le week-end. Donc, j'ai entendu parler de Kaolack. Moi, je suis natif en fait de Kaolack. Ah bah voilà. Donc, je suis à la maison. Ce sont les mystères de week-end. Je pense que moi, je vais essayer de faire un tour au Sénégal. Il faudra. C'est très important. Effectivement. Alors, je vous présente très rapidement. Donc, moi, c'est Kadiali Noba. Donc, moi, je vis en France maintenant depuis plus de 15 ans. Donc, je suis responsable fiscal dans une entreprise qui intervient en Afrique dans le secteur des travaux publics. D'accord. Donc, qui consiste en tout cas, à faire des ponts, des routes, un petit peu dans plusieurs pays. Et donc, moi, dans le cadre de mon activité professionnelle, je suis amené à me balader un peu dans les pays, donc en travaillant avec les administrations des pays africains. D'accord. Ça, c'est le volet professionnel. Sinon, sur le plan, on va dire, purement associatif et personnel. Oui. Donc, je suis quelqu'un qui est passionné de foot, de sport, de manière globale. Bon, comme tout jeune Africain, on a fait le foot dans les rues, dans les quartiers, un petit peu dans les petits clubs. J'ai arrêté un peu le sport depuis la période Covid. Parce qu'avec le ventre que je vois là, je pense qu'effectivement... Ah non, mais attention, détrompe-toi. Elle a dit Diouf, il a toujours aussi un bon jeu de pied. Donc, voilà. Bon, ça c'est venu avec la Covid. Mais bon, je ne sais pas pourquoi tu me dévoiles comme ça devant tout le monde. Voilà, je suis démasqué là. Mais je vais retourner à la salle de sport bientôt. Et sinon, sur le plan politique, alors je suis engagé au niveau de PASTEF, on va dire entre 2016-17. D'accord. J'étais sympathisant jusqu'en 2020. Oui. C'est en fin 2020 que je me suis vraiment, on va dire, engagé sur le plan politique, pris des responsabilités. Et depuis 2021, je suis vice-président de la commission juridique qui s'occupe des questions juridiques. D'accord. Et donc, au niveau de ce qu'on appelle, parce qu'on a plusieurs mouvements dans le parti, mais moi, je suis vice-président de la commission justice du mouvement des cadres au niveau de la diaspora. Donc, la diaspora, c'est la France et puis le reste du monde. D'accord. Et ensuite, je suis, de par mon expérience aussi professionnelle, je suis membre de la commission finances publiques et économie et planification. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené souvent à échanger avec Carlyle et surtout venir sur les plateaux, parfois échanger pour donner mon point de vue, parfois expliciter et aussi entendre les critiques parce que je pense qu'il faut que... Je ne dis pas qu'on fait les choses, toutes les choses qu'on fait, en tout cas, on a une bonne vision, mais on fait des erreurs parfois. Parfois, il faut écouter aussi ce que les autres disent pour avoir un retour positif, surtout sur ce que nous faisons. Et donc, je serai aussi heureux de partager avec vous. Je pense que c'est un moment de partage. Hein. Je n'ai pas la parole. Exactement. Donc, moi, je donne mon point de vue, comment on voit les choses, effectivement. Et puis, ce sera un échange, je pense, agréable. Voilà, tout est dit. Messieurs, oui, parce que Jean-Yves. C'est ce qu'on reproche à votre leader aussi. Hein. On trouve qu'il est allergique aux critiques. Mais bon, ça, je le dis juste en passant. Mais je vais revenir en fait sur la genèse même de l'histoire. Parce que là, en fait, à côté de moi, j'ai Henri qui, lui, en fait, est comme, je veux dire, tous les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire ceux-là même qui ne s'intéressent pas. Bon, il s'intéresse à la politique, même plus à la politique ivoirienne. Mais aujourd'hui, il est sur ce plateau parce qu'effectivement, il n'a pas, en fait, au niveau de la politique sénégalaise, il a pu observer de loin ce duo-là, ce couple, Sonko-Diomaye. Et voilà, c'est un couple qui a été pour toute la sous-région, même pour toute l'Afrique, un exemple. Voilà, on a même félicité Sonko pour son leadership. Voilà, il a fait passer les intérêts du Sénégal au-dessus de lui, ses intérêts personnels. Donc, ça a été salué par tout le monde. Et aujourd'hui, le fait d'observer que
il y a cette dissension entre les deux pose problème. Et bon, on se pose la question. Donc aujourd'hui, Henri, par exemple, je pense qu'il aura la possibilité de poser ces questions, mais en tant que quelqu'un qui ne sait véritablement rien sur tout ce qui se passe. Donc, si vous, sur ce plateau-là, vous pouvez nous dire concrètement qu'est-ce qu'il en est, d'où est parti ce problème-là et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, vous avez un peu brossé pas mal d'éléments. Oui. Moi, je vais d'abord commencer par rappeler pourquoi mon engagement politique. Comme ça, vous pourrez comprendre en fait, un petit peu notre philosophie. Vous savez que moi, j'ai grandi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Kaolack. Quand j'étais à Kaolack, j'ai rencontré, dans mon quartier, il y avait des politiciens. Souvent, en fait, ce qu'on avait constaté à l'époque, parce qu'avec des amis, un groupe de 7 personnes, on avait créé une association qui s'appelle Association sportive et culturelle, donc par le sport que j'aimais. Donc créer un club pour fédérer les jeunes, avoir une activité. Si par exemple, et à l'époque, les politiciens, eux, ils venaient réunir les jeunes, c'est ce qu'on appelait nous, on était le bétail politique en fait. Donc eux, ils arrivent, ils nous réunissaient. Et quand ils nous réunissaient, c'est pour nous financer, par exemple, un tournoi. Et à la fin du tournoi, on se rendait compte à chaque fois qu'il y avait un discours politique pour nous demander de nous donner des t-shirts, de nous donner une enveloppe. Donc moi, bon, avec le recul, ça, j'étais jeune, hein, j'avais entre 15 ans et 16 ans. Donc j'étais engagé comme ça. Mais j'ai suivi ça et à un moment donné, au fur et à mesure que je grandissais, je rencontrais d'autres personnes. Je commençais à avoir une conscience politique, en tout cas beaucoup plus développée, et que je me suis toujours dit que si je devais faire de la politique, ce ne serait pas de cette manière-là. Parce que je pense que souvent, le constat aussi, c'est qu'on voyait des personnes. Je ne dis pas qu'en fait, quand on n'est pas instruit, on ne doit pas faire de la politique. Je pense qu'il faut distinguer les deux choses. Parce que instruit, quand je le dis moi dans ma bouche, c'est quelqu'un qui a fait des études, ça peut être des études coraniques, des études bibliques, mais quelqu'un qui est lettré de manière globale, pour résumer. Ce n'est pas que le français ou pas, un anglophone, un lusophone, peu importe, mais qu'on soit lettré. Et que je me disais que les hommes politiques sont appelés à exercer le pouvoir et que quand on regarde le pouvoir, l'administration, elle est écrite en fait. Ce n'est pas de la parole en fait. Quand on gouverne, c'est par des actes, on prend des arrêtés, des décrets. Souvent, c'est ça. Il y a les lois, donc il faut savoir lire, il faut savoir comprendre. Aujourd'hui, il y a les outils qui permettent de faciliter tout ça. Mais à la base, si on n'a pas le bagage intellectuel, les outils, pour faire ça, ça va être compliqué. Et donc, j'ai regardé dans le paysage politique du Sénégal. Donc, je suis toujours connecté, j'ai regardé. Mais en fait, je trouvais que nos hommes politiques ne s'intéressent pas à la chose publique au sens noble du terme et qu'ils sont mus que par leurs intérêts. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi que dans l'engagement politique, il y avait toujours de l'argent. C'était comme, en fait, un échange, en fait, c'était une marchandise. On voyait quelqu'un, un homme politique, qui n'avait rien. Dans mon quartier, moi, je peux dire ça, je voyais des hommes, en fait, qui n'ont aucune qualification. Mais une fois qu'ils sont en politique, ils deviennent subitement très riches. Et que, quand on discutait avec ces hommes, ils n'arrivaient même pas à me convaincre. Il n'y avait pas de fond. Et il se trouve que, j'ai cheminé, j'ai fait mon parcours, tout ça, mes études. Et en 2015, j'ai un ami que je connais depuis l'université, depuis le lycée, après l'université. On est venu en France, lui, il était engagé aux côtés de Sonko. Donc moi, je le connaissais comme ça sur les réseaux. Je voyais à chaque fois, je l'appelais Talibé. Vous connaissez les Talibés au Sénégal. On l'appelait Talibé Sonko, quoi. C'est-à-dire que celui qui prodigue les enseignements de Coran. Exactement. Le Talibé Sonko, on va dire, c'est un fanatique de Sonko, entre guillemets. C'est pourquoi on l'appelait Talibé Sonko, dans ce sens-là. Celui qui récite comme dans la madrasa. Lui, tout ce que tu lui dis, c'est Sonko. Ouais. Tout son discours commence par Sonko, c'est terminé par Sonko. Okay. Donc, il commençait à diffuser la parole. Moi, j'ai suivi à un moment donné et que j'ai commencé à regarder sur les YouTube. Je me rappelle d'un débat, le premier débat que j'ai regardé d'Ousmane Sonko, c'était en 2000, je pense, entre 2015-2016, où il était en face, en fait, du gouvernement et il avait un discours, mais extrêmement technique. Et je me retrouvais là-dedans. Il parlait, en fait, des finances publiques. Je pense que le nerf de la guerre chez nous, c'est la gestion de l'argent. On peut se dire tout ce qu'on veut à la fin de la journée. Il y a la démocratie, certes, c'est important, mais pourquoi on dit qu'on est un pays pauvre? Parce qu'on n'arrive pas à se soigner, on n'arrive pas à avoir des infrastructures, on n'arrive pas, en fait, on n'a même pas un passeport qui nous permet d'aller à l'étranger. Donc il y a tous ces éléments-là qui font que finalement, quand j'ai vu ça,
je me suis dit, Ousmane Sonko, son discours, en fait, m'a frappé. C'est que dans le discours d'Ousmane Sonko, ce n'est pas la personne qui m'intéresse, mais c'est ce qu'il dit, en fait. Et surtout, dans ce qu'il dit, c'est tellement vrai qu'il y a des choses qui sont simples à mettre en œuvre qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans nos pays, quand les hommes politiques sont là, mais sont intéressés que par leurs intérêts. Alors. Et ça rejoint ce qu'il disait là. OK. Pour chuter, c'est très intéressant. Ce qu'on va faire, on va mettre un élément, Oui. d'accord, élément qui a été fait par mon très cher Jean-Yves. Je vais demander à la régie de présenter cet élément et on va mettre les pieds dans le plat après les présentations. La régie, s'il vous plaît, pour la diffusion de l'élément. Tension politique au sommet de l'État sénégalais. Depuis novembre 2025, les tensions entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko se sont intensifiées après l'éviction d'Aïssatou Mbodj, proche de Sonko, remplacé à la tête de la coalition présidentielle par Aminata Touré, conseillère du président. Le 1er mars 2026, Sonko a franchi un cap en conditionnant publiquement le maintien du PASTEF au gouvernement à l'alignement du président sur la ligne du parti. Lançant. Le PASTEF n'a aucun problème à retourner dans l'opposition. En réaction, Diomaye Faye a tenu le 7 mars l'Assemblée générale de sa propre coalition Diomaye Président, cherchant à se structurer une base politique indépendante, sous la supervision d'Aminata Touré, contestée par Sonko. Les premières fissures au sein du camp présidentiel sont désormais actées. Si aucune rupture officielle n'est annoncée, la multiplication des prises de position publiques témoigne d'un climat de plus en plus tendu. En toile de fond, une guerre de succession se profile. Diomaye cherche à briguer un second mandat en 2029, tandis que Sonko ambitionne la présidence, bien que son éligibilité reste juridiquement suspendue. Sur le plan économique, le FMI avait gelé en 2024 un programme de 1,8 milliard de dollars après la découverte de dettes non déclarées par l'administration précédente. Cette dette est estimée à plus de 11 milliards de dollars. L'opposition souligne que ces divisions interviennent à un moment critique où le pays fait face à des défis économiques importants, notamment une dette publique élevée. En résumé, le Sénégal traverse une crise de gouvernance inédite où le mentor et son protégé s'affrontent pour le contrôle du pouvoir, fragilisant ainsi la gestion des affaires de l'État dans un contexte économique déjà difficile. Jean-Yves Doué, La BAC Week-end. Merci en tout cas et merci Jean-Yves pour cet élément qui nous permet de véritablement entamer après les présentations et l'explication, la genèse de vos motivations. On va mettre les pieds dans le plat. Alors, situation extrêmement difficile économiquement au Sénégal. J'ai, par le biais de certains amis, certaines connaissances, qui parlent d'une situation économique très tendue avec des mesures d'austérité et beaucoup de grogne au sein même d'accord de la jeunesse estudiantine et on sait ce qui s'est passé avec le FMI, tout ça. Mais je veux dire, vous nous avez en tout cas présenté un tableau magnifique avec M. Sonko, qui est vraiment un technocrate, qui vous a épaté, qui vous a bluffé, d'accord, en face du gouvernement. Mais le b.a.-ba, ce duo, quand on nous présente ce duo comme un duo qui allait solutionner les problèmes du Sénégal, alors comment se fait-il que, pour des politiciens aussi expérimentés, il y a aujourd'hui un duo qui est en train de créer une forme de tension dans l'écosystème même déjà du PASTEF et aussi, d'accord, de l'État sénégalais, parce qu'on peut parler de bicéphalisme en quelque sorte. Alors, le duo, c'est vrai que moi, je ne m'attendais pas à la situation, pour être tout à fait honnête, la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et que s'il y avait un duo, c'est pas... Est-ce que vous connaissez déjà Diomaye ? On le connaît parce que c'est le responsable du MONCAP en réalité. C'est-à-dire que c'est notre responsable. Ah, c'est votre responsable de base, d'accord, le mouvement des cadres. Alors, pour le mouvement des cadres, c'est lui qui était le responsable quand j'ai pris en fait la vice-présidence. D'accord. Alors, comment c'est structuré ? Il y a la coordinatrice, oui, donc, qui est actuellement la directrice de cabinet de Diomaye, oui, qui est notre responsable, nous, directement, et ensuite, elle dépend de Diomaye. D'accord, donc, voilà. OK. Comment c'est fait ? Et que dans la rédaction du programme, en tout cas, le Progrès, par exemple, c'est nous qui l'avons rédigé, les
commission. Donc nous, on rédigeait avec des rapports qu'on faisait pour remonter vers Diomaye. C'est lui qui validait, en quelque sorte, avant que Diomaye ne cède la place à l'actuel ministre de l'Éducation. Mais je reviens sur votre question, c'est que c'est vrai que nous, on a vendu Diomaye, Moïse Sonko, Sonko Moïse Diomaye. C'est ce que je voulais vous dire. Quand on a vendu ce slogan-là, on y croyait, comme tout bon sympathisant ou tout bon militant. Mais il faut de constater qu'en tout cas, à l'époque, on avait tous les éléments. Il n'y avait rien qui pouvait nous laisser croire qu'on vivrait cette situation. Parce que Diomaye, c'est quelqu'un qui... Quelle situation concrètement ? La difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'on va vers, évidemment, je pense, une sorte de rupture politique sur la ligne du parti. En tout cas, je pense que Diomaye n'est plus en phase avec la ligne du parti. Ça, il ne faut pas... je pense qu'on l'occulte. On va mettre directement les pieds dans le plat. C'est-à-dire, quand vous dites que Diomaye n'est plus en accord avec la ligne du parti, c'est quoi concrètement? Parce que quand je regarde, Sonko est Premier ministre. Normalement, c'est le chef du gouvernement. C'est lui qui coordonne toutes les actions de l'État. Aujourd'hui... Mais c'est le président qui définit la politique. Oui, mais attendez. Le président a défini... Vous pensez qu'aujourd'hui, Diomaye va définir... En tout cas... D'après ce que je constate et puis d'après ce que tout le monde constate, c'est que la politique a été définie par le PASTEF dès le départ et en train d'être conduite par aujourd'hui Ousmane Sonko. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui, c'est-à-dire quelle est la politique, qu'est-ce que le président Diomaye a fait concrètement qui vous fait dire qu'il y a une rupture entre comment on appelle ça, la vision du président Diomaye et celle du PASTEF? Alors, il y a plusieurs choses parce que quand on parle, je pense que c'est ça qui rend la situation complexe et que ceux qui sont à l'extérieur ne comprennent pas tout. C'est que si on regarde sur le plan politique, la rupture, elle est là. Mais sur le plan économique, je ne dirais pas la même chose. Sur le plan, par exemple, de la justice, il y a aussi une sorte de rupture. Parce que nous, quand on est arrivé au pouvoir, vous savez que vous avez vu les événements. Donc, il y a eu des morts. Et on a fait campagne pour dire que quand on arrivera au pouvoir, on va rendre justice. On aimerait bien connaître, en fait, les responsables. Mais sur le volet de justice, c'est très intéressant parce qu'on parlait, M. Sall, on se rappelle, en février 2024. Oui, février 2024, il a mis une loi d'amnistie. Je pense qu'il a fait voter, en tout cas au Parlement. Oui, alors, justement, c'est là où j'allais venir, en fait, pour dire qu'il y avait une loi d'amnistie qui a été votée par l'ancien président. Tout à fait. Donc, nous, quand on est arrivé, on disait qu'on allait revenir sur cette loi. Mais quand on a vu que revenir sur cette loi posait problème, les députés ont essayé de faire ce qu'on appelle une loi interprétative, c'est-à-dire pour éclaircir la loi en fait, qui a été votée, la loi d'amnistie. Ça a été recalé par le Conseil constitutionnel. N'empêche que dans la décision du Conseil constitutionnel à l'époque, le Conseil constitutionnel nous a répondu pour nous dire que le fait d'avoir une loi d'amnistie ne faisait pas obstacle à deux choses. D'une part, l'indemnisation des victimes. Donc, on peut indemniser les victimes. D'ailleurs, il y a une enveloppe qui a été allouée pour indemniser les victimes. Je pense que c'est 5 milliards. Et d'autre part, le deuxième point, c'est-à-dire que on pouvait poursuivre les auteurs en fait, des infractions qui reçoivent une qualification criminelle. Par exemple, torture, tout à fait. Tout ça. Donc nous, maintenant, c'est à ce niveau-là où se situe le problème. C'est-à-dire qu'on est arrivé au pouvoir depuis 2 ans. On ne voit pas en fait d'acte de poursuite, on ne voit pas d'enquête qui est déclenchée. Et c'est ça le problème en fait du militant PASTEF. Est-ce que ça ce problème en face, je termine là par exemple. Le président, sauf que les militants de PASTEF disent qu'on veut avoir en fait une justice, des poursuites. Sauf que le président nous parle de réconciliation. Mais attendez. Voyez le problème. J'essaie de voir, mais c'est un peu compliqué parce que le président, il est du PASTEF. Oui, mais justement, c'est ça le problème, c'est que le président, il est du PASTEF. Pour qu'il y ait justice. Mais le président nous parle de réconciliation. Mais parce que lui, le Premier ministre, qu'est-ce qu'il dit? Oui, mais le Premier ministre, lui, il parle de justice. Mais sauf que dans l'organisation, dans l'architecture constitutionnelle, les pleins pouvoirs, c'est le président qui les a. On est d'accord. Et donc, ce qui fait que le Premier ministre ne peut pas agir comme il veut. Le Premier ministre peut diriger l'action du gouvernement au quotidien, mais pour les actes qui relèvent en fait de la politique, par exemple pénale, c'est le président de la République qui donne l'impulsion, comme on dit chez nous, c'est le président qui a le décret et le Premier ministre a l'arrêté. Donc forcément, c'est le décret en fait qui permet d'avancer sur ces sujets-là. Mais vous-même, quand vous donnez une explication, Jean-Yves, tu vas rebondir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si le président ne veut que rien ne se fasse dans notre pays, rien ne se fera dans nos pays. On ne va pas aller jusque-là. Parce que nous sommes dans un État démocratique, il y a la séparation des pouvoirs. Ce que je veux dire, c'est que c'est lui qui donne l'impulsion. Oui. Mais moi, il y a un problème. Il y a quelque chose qui m'embête. Jean-Yves, tu vas rebondir, et également Henri. Alors, le président, moi j'ai compris, M. Sonko, lui, il a la vision des militants de base du PASTEF qui veulent véritablement qu'il y ait justice. Mais le président, il est aussi
il est du PASTEF. Oui, alors, mais comment c'est le notre président problème. qui est du PASTEF, d'accord, ne vous rejoint pas? Est-ce qu'il n'y aurait pas une main obscure et fantôme qui serait en train de tirer ou faire torturer les idées de M. Diomaye Faye? Ce qu'il faut comprendre, c'est que, évidemment, par rapport aux actes qu'il a posés, on se rend compte qu'il a un agenda qui est différent de l'agenda qui devait suivre. Ah, c'est tellement bien ce que tu dis. Oui. Vas-y, Jean-Yves. Mais c'est pour ça que je voulais plutôt comprendre, en fait, comment on arrive à cette rupture politique, vu que l'invité a parlé de rupture politique. Oui. Parce que aujourd'hui, c'est ce que nous on constate. Effectivement. Il y a beaucoup de choses sur au niveau des journaux, sur les différents médias. Mais d'où vient cette rupture politique? Parce qu'on sait, vous avez fait la genèse tout à l'heure, vous avez expliqué un peu comment les choses se sont passées, on ne va pas revenir sur ça pour gagner en temps. Mais comment on arrive à cette rupture politique? Cette rupture politique, vous savez, après l'élection du président, l'échéance d'après, c'était les législatives. Tout à fait. Et les législatives, nous, on avait décidé, PASTEF, d'aller avec de dire que la coalition, en fait, PASTEF allait aller aux élections législatives de 2024 sous la bannière de PASTEF. Oui. Okay. Mais on avait demandé à nos alliés, Ousmane Sonko d'ailleurs s'était rendu à l'hôtel Azalaï pour les rencontrer, pour leur dire qu'on va aller avec ces élections, avec le parti PASTEF. Mais comme vous êtes nos alliés, vous pouvez être investis sous la bannière PASTEF. D'accord. Sauf que les membres de la coalition ne voulaient pas cela. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre en fait la subtilité qu'il y a derrière. C'est que si vous partez en coalition, une fois que vous arrivez à l'Assemblée nationale, chacun peut tracer sa route. Et alors que si vous partez sous une même bannière, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Un groupe parlementaire. Et que le PASTEF a appris aussi de ses erreurs. C'est qu'en 2022, on était parti dans une coalition qu'on appelle Yewwi Askanbi, avec d'autres partis politiques. Il y avait le PDS, il y avait le parti de Tahaoud Sénégal de Khalifa Sall, dont l'un des lieutenants était devenu maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Oui, Barthélémy Diaz. Donc nous, quand on est parti à l'Assemblée avec eux en coalition, le PDS s'était allié avec le pouvoir. Oui. Donc on se dit qu'on ne va pas faire les mêmes erreurs. Donc il y a des hommes politiques qui bénéficient du capital sympathie de PASTEF, mais il en faut autre chose. Donc on se dit maintenant, nous, on a appris de cette leçon et on ne va pas faire la même erreur. Donc on part sous la bannière de PASTEF aux élections législatives de 2024. Donc déjà, il y a des premières frictions. Deuxième chose, c'est que le PASTEF considérait que la coalition présidentielle Diomaye avait une vocation électoraliste, c'était juste pour la présidentielle. Et qu'après la présidentielle, elle avait vocation à disparaître. Parce qu'il fallait reconstituer une autre coalition qui s'appelle APT, avec nos alliés, pour redonner un nouveau souffle, une nouvelle direction. Sauf que ça, on l'a dit, mais qu'à un moment donné, le président de la République, qui n'est pas leader politique, il faut le rappeler, parce que je pense que la problématique, elle est là, c'est qu'en devenant président de la République, il pensait avoir le leadership politique. Sauf qu'en devenant président de la République, ça ne lui a pas donné le leadership politique du parti. Et donc, on se retrouve avec un leadership politique du parti qui a été toujours maintenu par Ousmane Sonko, et que Diomaye Faye, maintenant, il vient se battre sur le leadership du parti politique, du parti PASTEF. C'est ça le vrai problème en réalité. Donc, en fait, la jeunesse... Sonko, lui, et les instances du parti ont une direction, ont une feuille de route. Sauf que cette feuille de route-là, Diomaye considère que, en tout cas, les actes qu'il a posés, considère que cette feuille de route n'est pas la bonne. D'accord. Donc forcément, il y a un désaccord là-dessus. Parce que nous, on considère que la coalition, elle avait vocation à disparaître. Elle n'a pas disparu. Donc on a gardé la coalition. 2 ans, il a mis 2 ans pour reconstituer, pour rebâtir, pour refaire les textes. Donc le 7, on a de nouveaux textes. Donc on connaît maintenant aujourd'hui leur objectif. Leur objectif, c'est qu'ils vont aller aux prochaines élections législatives municipales de 2027. Donc forcément, le PASTEF aussi, avec ses alliés, parce que souvent quand on entend parler, on considère que le PASTEF est tout seul. Non, mais le PASTEF est avec des alliés parfois ça date de 2019. D'accord. Alors, voilà. C'est très intéressant ce que vous dites. On a eu des éléments, j'espère que... Ouais. Voilà, Henri, tu pourras rebondir. Jean-Yves, tu voulais dire quelque chose? Oui. En fait, l'impression que ça donne, c'est qu'aujourd'hui, le président, c'est-à-dire Ousmane Sonko, on a cru comprendre qu'il faisait passer les ambitions du Sénégal en avant. Oui. Mais l'impression que ça donne aujourd'hui, c'est que en donnant la possibilité à Diomaye de devenir président, on a l'impression qu'il a donné une chose avec la main droite et il veut la reprendre avec la main gauche. Comment ça? Parce que, quelque part, c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il craint réellement? Est-ce que peut-être le président, le Premier ministre Sonko n'est pas en train de craindre une montée en puissance de Diomaye? Ce pourquoi il met tout en œuvre. Parce qu'en fait, moi, je pense qu'il a tout...
jusqu'à présent, personnellement, hein, je ne vois pas où est-ce qu'il y a la rupture réelle, à part des ambitions personnelles qui s'entremêlent. Alors je vais répondre. C'est-à-dire que si on regarde sur le plan politique, parce que pour moi, aujourd'hui, je pense que l'anomalie, c'est qu'on parle même de politique, de direction politique, d'orientation politique entre Diomaye et Sonko, parce que ça n'a jamais posé problème pendant 10 ans. Donc, si aujourd'hui on parle de problème d'orientation politique, c'est que le PASTEF est resté là où il était toujours. C'est que si le président, c'est le président qui a une autre posture, qui pose problème en réalité. C'est ça la difficulté. Vous pouvez formuler. Attends. Regarde. Vous pouvez formuler. Oui. Comment on appelle ça? Diomaye, il est président de tous les Sénégalais. Il n'est pas seulement président du PASTEF. C'est là où il y a l'erreur. Je viens. C'est 27, il a été élu. Oui. Et puis, ce n'est pas seulement le PASTEF, c'était une coalition. Donc, au sein de cette coalition, il y avait d'autres mouvements politiques, il y avait d'autres partis politiques. Oui. Voilà. Aujourd'hui, quand il est élu, pourquoi voulez-vous forcément que ce soit... Bon, parce que là, vous parlez de... On doit rendre la justice, on doit faire ceci, mais il est le président de tous les Sénégalais. C'est normal qu'il tienne compte de tous les Sénégalais. Oui, mais pour répondre à ça, voilà, okay, pour répondre à ça, c'est qu'il est le président de tous les Sénégalais. Oui. Mais il ne vous aura pas échappé que PASTEF ne fait pas 54% des Sénégalais. Non. On est dans un système démocratique. Oui. C'est que dans un système démocratique, quand on veut être élu, on présente un projet. Et que c'est la majorité qui choisit en fait le projet en fait. Et donc aujourd'hui, quand on avait présenté aux Sénégalais, moi je faisais partie des gens qui ont écrit quelque chose sur le projet là. Donc quand on a présenté aux Sénégalais ce projet, on leur avait dit qu'on allait rendre la justice, on allait reprendre notre souveraineté. Donc pourquoi maintenant, quand il arrive au pouvoir, il va changer de... Ça, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, moi, mais je pense c'est 54%, il n'y a pas que 54% de PASTEF. En fait, moi, je pense qu'il y a eu un choix entre le mal et le moindre mal. Ne pensez pas que si, par exemple, les 54% qui vous ont voté, c'est parce que les 54% voulaient ce que vous voulez aujourd'hui, c'est-à-dire la justice des vainqueurs. Parce que quand Diomaye parle, il dit effectivement, lui n'est pas pour cette justice des vainqueurs. Et à vous entendre parler, c'est ce qu'on a l'impression. Non, il faut faire attention. On ne parle pas de la justice des vainqueurs. Oui, je termine. Donc, comment on appelle ça, les 54%, peut-être dans votre programme, ils ont vu d'autres choses qui les attiraient. Mais ils ne sont pas peut-être pour cette façon de faire là. Vous voyez? Et donc, oui, mais... Voilà, moi je pense que c'est pour cela, à un moment donné, il faut aussi entendre. Il ne faut pas seulement s'accouter sur ce qu'on a comme vision, dire que le PASTEF a été élu, donc c'est le programme du PASTEF qu'on va faire. À un moment donné, soyons souples. Bon, soyez souples, je ne vais pas dire. Est-ce qu'ils n'ont pas été élus ici sur la base de leur programme? Oui, du programme, mais écoute, c'est pour ça que je dis qu'ils ont été élus entre le mal. En fait, il y a eu le mal et le moins de mal. Oui, certains ont considéré que peut-être le mal, c'était comment on appelle ça, Macky Sall, son parti. C'est un peu gros quand même. Et que le moindre mal, c'était son côté. J'ai dit certains ont considéré ça. Mais ça, je ne suis pas du tout d'accord. Je vais expliquer. Je veux dire que quand on choisit quand même un projet, un programme, comme vous l'avez dit, il y a certaines personnes, en fait, il y a le volet économique qui les intéresse, voilà. Le volet politique. Justement. Mais n'empêche qu'on a été élu sur un projet. Oui. Et que dans ce projet-là, il y en a certains, ceux qui tiennent à l'aspect économique, vont regarder beaucoup plus sur l'aspect économique. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans ce projet aussi, il y a ce qui tiennent en fait à l'aspect justice. Pourquoi maintenant le président veut venir nous dire que, OK, je donne raison, j'applique le côté économique et je ne vais pas appliquer le côté politique? Parce que la justice, il n'y a pas de logique. Hein. Parce que la justice, est-ce qu'ils valent les 54%? Non, mais ce qu'il faut comprendre, ça personne ne le sait, mais ce qu'il faut comprendre, c'est le résultat en fait des urnes qui comptent, les 54%. Donc on ne va pas refaire l'histoire. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, si c'est ça, donc à chaque fois, chaque président, on peut donner à chaque président de se dire, OK, vous m'avez élu, j'ai dit que j'allais appliquer un projet, un programme. Une fois que j'arrive au pouvoir, j'ai un autre plan, je dis, oui, finalement, j'ai changé d'avis, vous avez tort. Je pense qu'en démocratie, le peuple n'a jamais tort. Et qu'aujourd'hui, comme Diomaye a eu 54% jusqu'à la prochaine élection présidentielle, ce qu'il doit faire, c'est d'appliquer le projet. S'il y a des contraintes qui empêchent l'application du projet, il peut venir au Sénégalais les expliquer. Mais aujourd'hui, ce qu'on lui dit pour nous, c'est qu'on va avoir des éclaircissements sur les événements. Parce que l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne veut pas que ces événements ne se reproduisent. C'est des événements d'une extrême gravité en réalité. Parce qu'on parle en fait d'une démocratie. Le Sénégal a failli sombrer. Donc on veut que demain, que si des actes de cette nature se reproduisent, que les gens sachent qu'ils vont être sanctionnés. Sinon, ça donne un sentiment d'impunité et surtout
Et surtout, comme on le dit, surtout, il y a des blessures qui sont là. La seule manière de soigner ces blessures, c'est de rendre justice. Parce que si on est le gardien de la Constitution. Je termine juste par là, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un pays quand même avec des règles. Si les gens ne règlent pas leur propre compte, c'est parce qu'il y a la justice. Donc si on ne leur donne pas la justice, qu'est-ce qu'il leur reste finalement? Est-ce que vous dites pas Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous ne dites pas peut-être que le président agit par priorité? Est-ce qu'il n'y a pas des niveaux prioritaires, je veux dire, comme parler de son calendrier? Voilà, de son calendrier, l'économie, le taux de chômage, parce qu'on sait que l'économie aussi est beaucoup axée sur les allocations extérieures et tout. Est-ce que vous ne dites pas qu'il agit de cette manière et après passer à la justice, par exemple? Je pense que dans nos pays, il ne faut pas qu'on occulte qu'on est dans des pays pauvres. Ouais. Et dans nos pays pauvres, tout est priorité. Je pense. Aussi bien. Moi, dans ma bouche, quand je parle de justice, ce n'est pas que la justice des martyrs. Par exemple, il ne vous a pas échappé qu'au Sénégal, on parle d'une dette qui a été cachée. On va en venir. Alors, où sont ces responsables? C'est la question. C'est la justice, c'est rendre justice aux Sénégalais. Parce qu'on ne peut pas demander à des personnes de gouverner pendant 12 bonnes années, d'avoir tous les leviers, de décider et de mettre le Sénégal dans cette situation. Il faut qu'il y ait des responsables. Sinon, à un moment donné, à quoi bon alors? C'est que chaque gouvernement peut faire ce qu'il veut, en fait, et finalement partir. Et c'est les Sénégalais lambda qui vont en subir, qui vont en pâtir. Je suis tout à fait d'accord. Tout à l'heure, j'ai loué cette démocratie-là au Sénégal, donc cette séparation des pouvoirs qu'il y a. Et donc, j'ai fait les éloges de cette démocratie sénégalaise. Donc, quand moi j'entends aujourd'hui, vous me dites là que le président doit faire ça, mais ça, ce sont des aspects juridiques. Donc, il y a une séparation des pouvoirs. Vous, aujourd'hui, que pensez-vous? Non, parce qu'à vous entendre, on a l'impression que vous voulez que le président s'immisce dans des questions, de justice. Il n'a pas fait. Est-ce qu'on n'a pas un appareil judiciaire qui fonctionne? Bien sûr. Le président, à son niveau, il se dit que je suis le gardien de la Constitution, je dois m'assurer de la séparation des pouvoirs. Donc, je laisse la justice faire son travail. Justement. Moi, je ne suis qu'à l'exécutif, je laisse les parlementaires faire leur travail. C'est un très bon point, mais il faut comprendre aussi que c'est ce que je disais, la politique pénale dans un pays. C'est que la justice aussi, c'est une administration. Parce qu'il y a ce dont on parle, quand on dit je ne m'immisce pas dans la justice, c'est qu'il y a l'administration de la justice, mais dans l'administration de la justice, il y a une distinction qu'on doit faire entre le fait de déclencher l'action publique, de dire que je veux réprimer tel type d'infraction, je ne veux pas que, par exemple, tolérance zéro, par exemple, si les gens sont sur les volants, qui boivent de l'alcool au volant, tolérance zéro, ça c'est la volonté du gouvernement. Ensuite, maintenant, une fois qu'on vous aura attrapé, qui va vous juger, qui va dire que si vous avez commis, vous êtes coupable ou pas, c'est les juges, c'est les juges du siège. Donc le président de la République, le fait que lui, il est président en fait du Conseil supérieur de la magistrature, il est le chef en fait du Premier ministre, le Premier ministre qui a sous lui le ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice, il dirige en fait le procureur de la République. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut ouvrir il y a aussi la gendarmerie, il y a le ministère de l'Intérieur. Donc on a tous les outils pour déclencher les enquêtes. Et une fois qu'on ouvre les enquêtes, bien sûr, celui qui va décider si vous êtes coupable ou pas, c'est le juge du siège. Et ce juge du siège, il est totalement indépendant. Il ne dépend ni en fait du Premier ministre ni du président de la République. Donc si je comprends, c'est l'initiative. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on raisonne comme ça, c'est l'initiative en fait, cette volonté politique qui précède l'action. Est-ce que la justice peut s'auto-saisir déjà et puis passer ce cap du président qui doit initier l'action? Est-ce que, parce que moi je ne sais pas, je demande, la justice peut prendre les devants et puis entamer les poursuites, non? Non, mais je pense qu'il y a toujours quelque chose qui déclenche l'action publique. Est-ce que la justice peut, à ce niveau-là, faire cela? Oui, mais parce que si la justice... Pour que la justice... Enfin, parce que quand on parle de la justice, je ne sais pas de quoi vous faites allusion, parce que si vous faites allusion au juge de ceux qui jugent, mais moi, ce qui nous intéresse pour nous, c'est de déclencher l'action. Oui, maintenant, cette volonté-là. Ce que je veux savoir, si le président, parce que là, je veux qu'on soit honnête, si le président ne déclenche pas l'action, est-ce que ce déclenchement-là peut se faire au niveau de la justice? C'est-à-dire que tant que le président n'a pas déclenché l'action, la justice doit... Mais si le président ne veut pas que ça se fasse, ça se fait. Non, mais est-ce que la justice, est-ce que la justice peut s'auto-saisir, je veux dire? Parce que, parlons honnêtement, non, dites-moi, si la justice... vous me dites, oui, la justice peut s'auto-saisir, mais ils ne le font pas. Mais alors...
c'est que quand vous dites ça, c'est que je pense qu'on mélange beaucoup de choses. C'est qu'il y a parce que les cas sont complexes. Ici, c'est des infractions d'ordre criminel dont on parle. Il y a des procédures à respecter. Donc le président doit forcément initier. Non, pas le président doit s'y mixer. Mais je veux dire qu'en fait, le déclenchement, en fait, pour ce type d'événement, si c'est des infractions de tous les jours, bon, ça, il n'y a pas de souci. Moi, je vous fais quelque chose dont vous n'êtes pas d'accord, vous allez. Mais là, en fait, ça a un volet assez politique, déjà. Je pense qu'on aurait aimé avoir peut-être quelqu'un qui est dans comment on appelle ça, juriste. Voilà, un juriste, pouvoir nous éclairer. Parce qu'en fait, moi, je pense qu'en dehors, ce que je veux dire, en dehors du président, ce que je voulais dire, c'est quand vous dites que voilà, c'est comme si en fait c'est le président qui doit déclencher, qui donne le mot d'ordre. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a une volonté, Mais pourquoi cette volonté doit venir du président? Parce que par exemple, dans notre système, il ne vous aura pas échappé que ce qu'on demandait, c'est que par exemple, il y a des magistrats, par exemple, il y a des postes en fait sur lesquels il y a des hommes qui sont aujourd'hui sur place et qui étaient là avant et qui déclenchaient les actions contre tous les militants de PASTEF, tout le système. Et donc, tant qu'aujourd'hui, dans le Conseil supérieur de la magistrature, le président n'aura pas décidé de sortir ces hommes-là, c'est ce qu'on appelle. C'est là maintenant. Il est membre du CSM, non, normalement. Ouais. Et donc, aujourd'hui, en fait, nous, ce qu'on demandait, c'est qu'en fait, tous ces verrous-là, parce que c'est pourquoi on dit que le système, il est toujours là, c'est que tous ces verrous qui sont encore là, on aimerait bien que ces personnes bougent. Donc, et quand ces personnes bougeront, bien sûr, la machine pourra s'enclencher. Voilà. Mais bon, je ne voulais pas rentrer dans tous ces... Vous estimez qu'aujourd'hui, la justice, dans son état actuel, ne se saisit pas parce que c'est... Parce que nous, ce qu'on appelle le système, en fait, c'est-à-dire le système est quand même... Il y a des personnes qui étaient là. Voilà. Et aujourd'hui, même, par exemple, certains disent que le président ne voudrait pas plutôt... Parce que quand vous regardez le 7 mars dernier, lors du lancement de la coalition Diomaye, certaines personnes qui intervenaient disaient que le président, vous avez l'armée, vous avez la justice, vous avez l'argent, donc vous savez qu'est-ce qui vous reste. Et certains commencent à dire que si le président, demain, dans une éventualité où il devrait affronter une opposition vigoureuse, il aura besoin en fait du système. Et donc, non, mais je te dis, Et donc ça reste en fait, donc dans ce cas-là, si aujourd'hui il déclenche des actions contre les gens du système, demain il n'aura personne sur qui compter. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez compliqué en réalité, le moment dans lequel Pour terminer rapidement sur ça, je termine. Moi, je pense honnêtement que vous essayez de jeter en fait tout ce discrédit là sur le président parce qu'en vérité vous voulez le faire tomber, parce que pour moi... Pourquoi vous voulez le faire tomber? Pour moi, non, je ne le pense pas, parce que si on a eu peut-être on va passer, on va entamer ce point-là, mais on a eu à l'Assemblée nationale tout dernièrement les propos qui ont été tenus par des députés du PASTEF à l'endroit du président, qui pour moi sont vraiment extrêmement graves. Mais je pense que vous les avez entendus aussi. Donc pour moi, en fait, j'ai l'impression que... Quelles sont les paroles qui ont été tenues? J'ai l'impression qu'on veut forcément, c'est-à-dire on essaie d'accuser le président. Par contre, pourtant, on peut aussi s'adresser à la justice pour savoir pourquoi est-ce qu'il ne peut pas. Mais on jette toute la responsabilité au président. Et moi, je trouve... Alors, ce qu'on va faire... Mais je peux donner un mot très rapidement. Par exemple, pourquoi? Parce qu'en fait, on analyse les actes du président. Récemment, il y a un DG, le DG de la société SNHLM, qui a dit qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas demain se présenter devant les Sénégalais pour leur dire que qu'est-ce qu'on va dire aux Sénégalais demain si on ne rend pas justice et qu'on ne déclenche ne serait-ce que des actions, des enquêtes demain. Il a entendu ce discours, il l'a viré, il l'a remercié. Donc les députés aussi ont cette liberté de parole. C'est-à-dire que vous dites que c'est parce que c'est le président. Non, un président doit être critiqué. On est dans un système démocratique. Au Sénégal, la parole est tellement libérée et en plus, les députés jouissent en fait d'une immunité. Tous les députés, c'est des représentants du peuple, doivent avoir cette liberté de parler, avoir un ton libre. Donc si les députés doivent se dire que parce que c'est le président, je ne dis pas ce que je pense. Merci. Donc, je pense qu'on doit s'inquiéter. Merci. Alors, ce qui est quand même... vous aviez quand même indiqué quelque chose de très intéressant. Vous avez dit, nous sommes dans des pays pauvres et tout doit être priorisé. Qu'est-ce qu'il en est du franc CFA? C'est un souvenir oublié? Non, je pense ou pas. C'est un programme qui est toujours d'actualité au niveau du PASTEF? Alors, c'est un programme qui est toujours d'actualité, mais comme l'a dit le Premier ministre dans une de ses sorties, je pense que c'est des sujets en fait qui sont très sensibles, qu'il ne faut pas
qu'il ne faut pas en fait agiter à chaque fois, parce que ça fait peur en fait aux investisseurs, ça peut faire peur aux investisseurs. La sortie du franc CFA, ça peut faire peur aussi aux acteurs économiques, et que même au Sénégal, il y a une partie en fait, des Sénégalais qui pensent que rester dans le franc CFA, c'est la meilleure solution. Je pense que ce qu'il faut savoir sur ces types de sujets, il faut plutôt faire le travail en coulisses jusqu'à ce que ça aboutisse. Donc le travail n'était pas encore préparé. Non, vous étiez juste dans une propagande électorale. Le travail continue d'être, le travail est en train d'être fait, et en fait, il continue en fait sur cet axe-là, mais il ne vous a pas échappé qu'on est en fait avec des partenaires, et que la position, en tout cas nous, quand on était dans l'opposition, notre position c'était de dire que s'il fallait sortir du franc CFA, il fallait que ça se fasse en fait de manière commune, d'aller vers une. D'accord. Donc là, vos partenaires aujourd'hui, en gros, ne sont pas prêts pour un changement monétaire. Oui, je pense que beaucoup de nos partenaires ne sont pas encore prêts. Lesquels partenaires? Les partenaires, quand on parle des partenaires, c'est nos amis de l'UEMOA. Donc, d'accord. Donc c'est plus en fait au niveau de l'espace économique au niveau de l'espace économique UEMOA. Donc je pense que sur ce plan-là, la meilleure solution, en tout cas, qui est privilégiée, ce n'est pas une sortie individuelle du Sénégal, mais c'est une sortie collective ou avec une nouvelle redéfinition, en tout cas, du... Alors là, en fait, c'est un scoop là, que vous venez de nous donner. Excusez-moi, c'est un scoop. En ce qui concerne la sortie collective. Ça, j'avais écrit même un article lors de la campagne présidentielle où on avait dit que deux priorités. J'avais parlé en fait de la sortie du franc CFA. Oui. On a toujours privilégié pour dire que le Sénégal ne va pas aller dans une aventure tout seul. En ce qui concerne le franc CFA? En ce qui concerne le franc CFA, et qu'en fait, dans un premier temps, ce qu'il fallait privilégier, c'est une solution consensuelle au niveau en fait, de l'UEMOA ou avec nos partenaires, les autres États, qu'on ressorte de ce franc CFA-là et de redevenir une autre monnaie. Alors, par exemple, là c'est vous, excuse-moi, j'arrive. C'est très intéressant parce que sur le volet économique, je pense que beaucoup de Sénégalais, beaucoup de gens de la diaspora et des Africains... Est-ce que c'est ça qui a été vendu aux Sénégalais ou bien c'est ça, parce que aux militaires du PASTEF? C'est un papier que vous avez... C'est une bonne question parce que c'est un papier que vous aviez écrit. Oui, c'est un papier. Mais ce n'est pas les propos de M. Sonko. Non, ce n'est ni les propos de M. Sonko. Il l'a déjà dit. Alors, M. Sonko, en fait, donc dans ce cas-là, M. Sonko a eu à rétro-pédaler sur son projet. Non, c'est pas rétro-pédaler. Non, mais parce qu'il ne faut pas être aventurier. Non, attention. Le projet de la sortie du franc CFA était un projet unilatéral. Quel projet a été vendu aux Sénégalais pendant les élections? Il faut pas. On n'est pas aventurier. Alors, pour sortir du franc CFA, on n'est pas aventurier. Sortir du franc CFA, c'est une aventure? Non, c'est pas une aventure. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas aventurier pour dire que on vient du jour au lendemain déjà sortir du franc CFA. Parce que pour nous, dans le projet, on disait que sortir du franc CFA, il y a déjà des préalables. Ça veut dire que c'est par phasage. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que quand on disait à l'époque, on se disait que pour sortir du franc CFA, il faut avoir une planification sur une certaine durée. Il y a des indicateurs économiques, budgétaires qu'il faut déjà remplir. Donc ce qu'on dit, c'est qu'en fait, le Sénégal va travailler pour remplir ces indicateurs économiques, budgétaires dans un premier temps. Et s'il y a des pays, en fait, de l'UEMOA qui remplissent les mêmes indicateurs que nous, on peut s'aligner. On peut s'aligner et y aller ensemble. C'est maintenant au moment où on sait que nous, on a rempli les indicateurs et que ces pays ne remplissent pas les indicateurs et ces pays remplissent les indicateurs mais n'ont pas décidé d'y aller. Dans ce cas-là, le Sénégal, en tant qu'État souverain, pourra prendre la décision de dire que j'y vais tout seul. Il ne vous a pas échappé que, par exemple, des pays comme la Côte d'Ivoire, qui sont un petit peu en avance par rapport au Sénégal sur le plan économique, ont des critères économiques, budgétaires beaucoup plus solides que chez nous, que le Sénégal. Donc forcément, le Sénégal discutera avec la Côte d'Ivoire. On peut prendre aussi les autres pays comme le Bénin aujourd'hui, qui a une économie qui est assez saine. Voilà, je peux continuer les exemples comme ça. En fait, mais ça, on l'a écrit. Parce que de mémoire, il y avait 12 points dans le projet. 12 points dans le projet. On disait que les préalables à remplir, voilà les 12 préalables avant de sortir du franc CFA. Mais cette sortie ne se ferait pas immédiatement tout seul avec le Sénégal. Il fallait d'abord discuter avec les autres. Si on est en phase, on remplit les critères et ensuite... Pour un programme, excusez-moi de vous interrompre, mais pour un programme politique et une sortie... Mais ça, vous me ramenez depuis... Oui, un effet d'annonce, parce que moi je m'en souviens, c'était un élément, même suite à l'élection présidentielle où le PASTEF a été élu, sur les médias internationaux, nos confrères en parlaient un petit peu partout de cette décision, mais ils n'évoquaient pas la collégialité ou l'entente, la parfaite entente avec certains pays. Il faut se méfier de ce que dit la presse. Il faut lire les textes aussi.
Alors, qu'est-ce qu'il en est, en fait, par exemple, un autre point qui était intéressant, de l'assistance promise au pays de l'AES sur le plan militaire. M. Sonko a fait une déclaration à ce sujet. Qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi ça ne s'est pas manifesté en fin de compte? Est-ce que ce ne sont pas, entre guillemets, les partenaires du Sénégal, l'UEMOA, la CEDEAO, par exemple, qui ont mis une pression sur le Sénégal? Ça, je ne sais pas. Mais si les pays de l'AES demandent une aide du Sénégal, je pense que le Sénégal ne pourrait pas refuser parce que c'est des pays. Non, ça, je suis d'accord. Voilà, je dis bien, c'est M. Sonko qui s'est prononcé lui-même, sans qu'il ne soit obligé. Oui, mais le Sénégal est respectueux, en fait, de la souveraineté des autres États. Parce que nous, on ne peut pas, aujourd'hui, vendre qu'on veut être souverain et ne pas respecter la souveraineté des autres États. C'est-à-dire que le Sénégal se pose toujours en partenaire et on parle à tous les États. Si vous regardez les premiers déplacements du président et du Premier ministre, c'était dans la sous-région, avant d'aller où que ce soit, pour déjà réchauffer s'il y avait par exemple des relations qui étaient un petit peu tièdes, donc les réchauffer et raffermir aussi nos relations d'amitié avec les autres pays. Donc effectivement, dans le cadre des partenariats que nous avons avec ces États, si ces États nous demandent leur aide et que le Sénégal est en mesure de leur donner cette aide-là, on va leur donner cette aide. Maintenant, le Sénégal est aussi membre d'organisations comme la CEDEAO. Donc si un État demande au Sénégal et que cette aide est beaucoup plus efficace au niveau de la CEDEAO, peut-être il faut le faire au niveau de la CEDEAO. N'empêche que ce que je veux dire, c'est que le Sénégal a été toujours un pays qui a été sur tous les fronts au niveau de la sous-région, dans beaucoup de conflits, en Guinée-Bissau, en Gambie, dans beaucoup de zones. Donc je ne vois pas en fait la problématique. Tout à fait. Alors, dernière petite question pour moi, et ensuite ça sera Jean-Yves et Henri, parce que notre émission est tellement intéressante. Les Sénégalais, je vous adore. Franchement, parler politique avec vous, franchement, c'est un délice. Mais je voulais savoir, je vais vous citer deux personnalités politiques. Oui. Première personnalité politique, je vais parler de M. Alassane Ouattara. Oui. Quelles sont vos impressions? Vous qui suivez l'actualité sous-régionale, vous savez qu'il a son 4e mandat. Oui. Qu'est-ce que M. Ouattara vous inspire, vous, en tant que jeune du PASTEF? Je pense que M. Ouattara m'inspire. Sur le plan économique, il a fait... Moi, je connais très bien la Côte d'Ivoire. J'y vais quasiment tous les ans. D'accord. Il a fait beaucoup de... Sur le plan économique, il a quand même sorti le pays d'une situation qui était assez compliquée. Le pays est stable, les indicateurs économiques sont verts, le PIB a été quasiment triplé, je trouve. Maintenant, ce qui reste, c'est sur le volet politique où je pense qu'il va falloir qu'en réalité, pour ce dernier mandat, qu'il travaille à laisser la Côte d'Ivoire dans une situation de stabilité. D'accord. Voilà. Moi, je pense que c'est un exemple sur le plan économique, oui. Mais sur le plan politique, il faut quand même que la relève soit assurée. Que la relève soit assurée. Voilà. D'accord. Alors, il y a de la chance que moi, je crois que je ne peux plus y aller en Côte d'Ivoire avec ma blague de la semaine dernière. Non. Les Ivoiriens sont très, très sympas. Mais qu'est-ce que tu souhaites dire Parce que vous n'avez pas trop abordé la question de la dette cachée. Exactement. Cachée sous le tapis. Oui. Mais j'ai une bonne nouvelle, parce que moi, j'ai trouvé des solutions sous le paillasson. D'accord. C'est quoi la bonne nouvelle? J'ai 5 solutions. En fait, j'ai 4 solutions et un abonnement à la salle de fitness gratuite pour 1 an, parce que j'ai compris qu'il fallait revenir au sport un peu. Oui, exactement. Donc c'est à vous de... Voilà, j'ai 5 enveloppes, il faut choisir la meilleure solution, voilà. La meilleure solution. Ça fait partie des week-ends de la bague. La meilleure solution, voilà. Tu m'en peux souffler ça. Vous allez montrer ça à la caméra là, vous allez montrer quelle est la solution. Hein. Voilà, faut révéler ça au public, voilà. Macky Sall, le président. Voilà, la solution pour résoudre les problèmes de la dette. Sur la dette, alors... Ça doit voler, non? Parce que je crois que vous êtes un grand fan de Macky Sall, non? Oui, j'étais un grand fan de Macky Sall. C'est pas que vous avez toujours une photo de lui dans votre veste. C'est vrai, ça? Moi, on m'a dit. Personnellement, j'y crois pas. Il paraît que vous êtes un grand fan. Vous l'avez mis dans ma poche. Non, mais peut-être c'est la photo de M. Sonko. Non, mais sortez-la. Il paraît toujours dans la poche intérieure droite de sa veste. Kadiali. C'est pour nous, téléspectateurs et téléspectatrices. Alors faites voir la photo. Nous sommes différés, profitons-en. Non, malheureusement, je n'ai pas la photo. Non, bah attendez, il y a quoi là-dedans là? Faites voir. Alors non, mais laisse-le ouvrir. Ouais. C'est ça, Sonko. Cachons rien. Monsieur Diomaye. Montrez la photo. Bah alors. Ah bah voilà.
voilà. Mais je comprends pourquoi il critique Diomaye Faye. Nous avons fait 50 minutes. Merci Romain d'être passé. 50 minutes à nous défendre le PASTEF. Et on nous présente Monsieur Macky Sall et la PR. En vérité, c'est un grand fan. Je dirais juste un mot là-dessus sur Macky Sall. Toujours se méfier des gens qui mettent les micros en tout cas. Oui. Je vois ça. C'est dans l'espionnage politique, il faut être méfiant. Bon, allez, Merci Romain Merci. d'être passé. Merci Romain d'être passé, super. C'est la naïveté en fait des gens de PASTEF qui pensent que tout le monde est animé de bonnes intentions. Mais je retiens la leçon. et juste 2 mots sur la dette et sur Macky Sall. Et je pense que sur la dette, c'est quand même... la dette, le Sénégal est en train de faire en tout cas un travail colossal sur la dette, sur FMI. Et je pense que c'est un combat de principe qui dépasse même le Sénégal. C'est un combat panafricain parce que il faut qu'on soit responsable dans nos pays et qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on va tendre la main et penser que la solution vient d'ailleurs. Moi, c'est ce que j'apprécie en tout cas dans ce gouvernement, c'est qu'ils essaient de trouver les solutions à l'intérieur du pays. Et que quand on regarde depuis 2 ans, tout le monde nous prédisait qu'il va falloir restructurer la dette. Et force est de constater que quand même ils tiennent bien et que surtout ils trouvent des solutions en réduisant les dépenses de l'État, une maîtrise des dépenses, mais aussi en augmentant les recettes, donc pour pouvoir respecter nos échéances. Et hier d'ailleurs, la conférence, le point de presse du Premier ministre a révélé quand même des choses très graves, notamment dans la gestion des marchés publics où on a des pertes, par exemple, de recettes qui s'évaluent à des milliers de francs CFA, des milliards de francs CFA, des dizaines de milliards de francs CFA, ne serait-ce que par exemple sur un contrat avec l'ICS, les industries chimiques du Sénégal, on parle de plus de 1000 milliards. Il y a un autre sujet où on parle de 900 milliards donc, qu'on a perdu. Donc reprendre le contrôle de nos économies, mais aussi rester ouvert par rapport en fait, aux investisseurs étrangers, parce que le Sénégal n'est pas un pays fermé. Le Sénégal a été toujours un pays ouvert sur le monde, mais il faut que aussi quand les gens viennent chez nous, que les Sénégalais se retrouvent en fait dans cette manière de faire du business. On va aller très rapidement, le temps nous est incombé malheureusement. Oui. Alors Jean-Yves rapidement et ensuite Henri. Parce qu'en fait là vous aviez parlé tout à l'heure je pense que ce sont les dits de Aminata Touré où vous dites que voilà elle a fait allusion, elle a dit comme ça que le président avait l'armée, il avait ceci, il avait cela avec lui et donc cela sous-entendrait que vous avez fait une interprétation de ces dits. Moi aussi, à l'Assemblée nationale, on a eu des députés qui ont dit comme ça que Sall n'avait pas de famille au Sénégal. Par contre, Diomaye, il a sa mère, il a ses parents au Sénégal. Et que s'il doit y avoir une opposition, en tout cas, il entendra parler de cette opposition. Est-ce que, pour faire de tels propos de la part d'un député, d'un élu de la nation, c'est pas quand même agresser le président? Alors, moi, le message que j'ai compris dans ce qu'il voulait dire, c'est que... Moi, je réponds à la question. Peut-être tu poses la question, tu me laisses répondre comment je comprends la question. Je disais qu'en fait, quand il disait ça, c'est que quand Macky Sall a quitté le pouvoir, il est parti avec sa famille. Donc Macky Sall est parti avec ses enfants. Il n'y a pas d'attache, quoi. Il n'y a pas d'attache, il n'y a plus ses parents. On disait au président Diomaye, vous êtes jeune. Ça dit qu'une fois que vous aurez fini votre mandat, il vous restera encore peut-être 43 ans à vivre encore. C'est une première chose. Vous avez des enfants qui sont jeunes. Vous imaginez que vous avez des enfants sénégalais. Donc, vous ne pouvez pas mettre... C'est l'avenir de nos enfants. Donc, moi, j'ai un fils. Donc, c'est l'avenir de nos enfants qui sont en cause aujourd'hui. Et que toute décision, tout comportement pris aujourd'hui, demain, on va regarder vos enfants. Les gens vont regarder vos enfants et ça ne leur plaira pas. Parce que nous, dans notre culture aussi, c'est ça. C'est qu'on n'est pas tout seul, en fait. C'est que souvent, même parfois, on agit dans le sens en fait de l'intérêt collectif, de l'intérêt de la famille. Je pense pas qu'il y avait un message malveillant dans cela. Est-ce que aussi vous pouvez comprendre que cela pourrait être interprété aussi par des... Oui, ça peut l'être, mais, voilà. mais moi je pense en fait, je préfère toujours croire en positiver en réalité. Alors, Henri, rapidement. Ouais, moi je pense que j'aurais bien voulu poser d'autres questions en rapport avec les ressources naturelles du Sénégal, parce que je m'intéresse beaucoup aux métaux rares et tout, mais on n'aura pas le temps, compte tenu du timing imparti. Mais on refera une autre spécial Sénégal. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, c'est le pétrole, c'est le gaz, etc. Mais bref, je vais demander, est-ce qu'aujourd'hui, vous, je préfère rester sur votre position, sur vous. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à soutenir Macky Sall pour sa candidature au secrétariat général de l'ONU? Je suis partagé, en fait. Pour vous dire honnêtement, je suis partagé parce que... C'est le Sénégal qui l'emporte, hein?
Oui, mais parce qu'en fait, il y a deux manières de voir les choses. C'est que quand on parle de l'intérêt du Sénégal, on peut dire que l'intérêt du Sénégal aussi, c'est d'éclaircir tous les sujets sur lesquels on est sur la dette, sur les morts, la situation du pays. Et donc, l'une des personnes qui peut nous éclaircir là-dessus, c'est Macky Sall. Et ça, c'est l'intérêt du Sénégal. D'autres vous diront que l'intérêt du Sénégal, ce serait que si Macky Sall est président, enfin, est secrétaire général des Nations Unies, le Sénégal va rayonner. Mais moi, je répondrai sur ce plan-là. Il y a eu Kofi Annan, il y a eu Boutros Boutros. Oui. Donc, qu'est-ce que ça a apporté pour ces pays? Donc, vous voyez, je pense que si j'avais à choisir, je pense qu'il faut que le message à envoyer, c'est de dire que quand on est dirigeant d'un pays, on doit rendre des comptes et que Macky Sall a mal géré son départ, en réalité. Okay. Donc aujourd'hui, si la discussion, la question se pose que le Sénégal même ne soutient pas Macky Sall, c'est parce qu'il y a un problème à la base. Sinon, parce que les autres présidents de la République, à savoir Abdou Diouf, a été envoyé par Wade à la francophonie. Et donc le Sénégal a toujours eu cette tradition de soutenir ses enfants. Et donc si ça fait débat aujourd'hui, c'est parce que Macky Sall aussi n'est pas blanc comme neige, en fait. Voilà une réponse qui est honnête. Messieurs, j'ai été très très ravi en tout cas de cette émission. On a envie, moi j'ai envie de rallonger mon week-end au Sénégal. J'ai envie de rallonger. Ouais, je pense parce que je suis resté sur ma faim. Oui, moi, je vous le dis sincèrement parce qu'il y a tellement de sujets à évoquer au Sénégal. Le volet économique, on l'a peu abordé. Le volet social. On sait qu'aujourd'hui, avec les étudiants, certains étudiants qui grognent, même les populations avec la vie chère et tous ces points, on ne les a pas abordés. Mais j'ai été quand même ravi. Moi, je vous le dis, les gars, sincèrement, j'ai été ravi de recevoir mon très cher ami du PASTEF. Tel bienvenue pour une prochaine Sénégal. Je pense qu'on va la programmer pour une prochaine fois parce qu'il faudra normalement, avec le Sénégal, c'est 3 heures non-stop d'émission. Et je pense que là, on aura le temps parce qu'il va nous épargner déjà son... Comment on appelle ça? C'est débuts au PASTEF. Donc, du coup, on aura quand même pas. Ah oui, là, les présentations sont faites, donc il est déjà chez lui. Voilà. Mais c'était important. Là, c'était pour que tu puisses comprendre. Là, maintenant, c'est la famille, on se connaît mieux. On pense que pour les prochaines fois, on va mettre directement les pieds dans le plat. Et exactement. je pense qu'on va apporter quand même les bonnes. Avec de très bonnes surprises, n'est-ce pas? Parce que voilà, je sais. Mais franchement, moi, je souhaite quand même pour le PASTEF, c'est une histoire qui est quand même tragique. Ce dont auquel nous assistons. 2 personnes, un duo, qui apportait de l'espoir. Et on voit aujourd'hui cette forme de tragédie un peu à la Abel et Caïn. Pardonnez un peu mes références bibliques. Voilà, c'est ce qui m'est venu à l'instant. Mais on espère que vous trouverez une solution. Parce que pour moi, à vous entendre, le PASTEF, vous avez pris le temps de rédiger, de participer aussi à l'élaboration de ce programme. Il y a des personnes intelligentes. Parce que là, ce dont nous voyons, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'impréparation. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que quand on est dans les gradins, on voit toutes les fautes. Et quand on est sur le terrain, exactement, c'est pas évident de faire. Et c'est ce que Sonko, c'est ce qu'on dit là, l'exercice du pouvoir. Mais je pense qu'on va commettre des erreurs. L'essentiel pour moi, c'est de grandir en apprenant des erreurs. C'est normal, c'est comme ça. Mais je pense qu'on a 2 hommes intelligents, à savoir le président et son premier ministre, et ils ont toujours pu dépasser les situations comme ça. Je pense qu'ils le feront. Voilà, messieurs. Merci. Moi, je tenais à vous dire merci. J'ai voulu me tenir debout, parce qu'on ne me voit pas. Excusez-moi. Voilà, j'ai voulu me tenir debout un petit peu. Jean-Yves, pour un prochain week-end de la BAC. Oui, c'est le week-end. On est là la semaine prochaine. Merci. Et toi également. Merci. Et puis, Merci vive beaucoup. le Sénégal. Merci beaucoup. Comment dit merci Djeredjef. Djeredjef. Voilà, Djeredjef à tous les Sénégalais et une prochaine pour le week-end de la BAC. Merci. Merci.